si on gagne, avec cette équipe-là, on va changer ce sport. Cadence mat. Essai de Christophe Dominici, c'est un génie. Trace la glace, c'est le Bumpman. Vous êtes l'équipe la plus nulle que j'ai jamais entraînée. Pas ça, Zinedine. Je vais devenir la meilleure. Comme ça, je pourrais changer les choses. Souvenez-vous, on marque pas avec ses pieds, on marque avec ses couilles. Ici, on parle du sport dans le cinéma. Au Ciné Sporting Club, la Dream Team rencontre le casting. Ça pue la sueur et le popcorn. On entend les claps de cinéma répondre aux claps des serviettes sur le cul. Et les chasubles des joueurs se mélangent aux costumes des acteurs. Poussez la porte des vestiaires du Ciné Sporting Club le temps d'une causerie. Et découvrez les rapports plus ou moins étroits entre le sport et le 7e art. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Et bienvenue au Ciné Sporting Club. Si vous hésitez entre les cahiers du cinéma et l'équipe, vous êtes au bon endroit. Oui, tout à fait. Et bonjour Romain. Bonjour Fabien et bonjour à tous et merci encore de nous suivre. Le sexe et le golf sont les deux choses que vous pouvez apprécier, même si vous n'êtes pas doué pour ça. Ouais. Avec ces mots, l'acteur Kevin Costner nous en révèle beaucoup sur ses occupations. Et son niveau. Oui. Il nous rappelle également que le golf est un sport souvent pratiqué par les stars, du sport comme du cinéma, à plus ou moins haut niveau. Footballeurs, basketteurs, acteurs, réalisateurs, ils ont toujours été nombreux à arpenter les greens. Mais ce sport, effectivement toujours très agréable à pratiquer, souffre, et en joue probablement un peu, d'une image plutôt élitiste, snob, celle d'un sport réservé, ou du moins accessible, à une classe aisée de la population. Il y a juste à voir les sponsors des compétitions en fait. Les mêmes que les autres sports qui ont cette même image d'ailleurs. Oui d'ailleurs, l'équitation, le tennis, ou la Formule 1 d'ailleurs. Oui, aussi, ouais. D'une certaine marque de montre, on ne devrait pas la citer quoi. Je vois pas. Entre autres. Nous avons déjà évoqué ces sports dans nos précédents épisodes, mais qu'en est-il du golf au cinéma ? Quelle image de ce sport le 7e art peut nous montrer ? Pas évident vu la faible quantité de films traitant du sujet. Et oui, mais au Ciné Sporting Club, on vous en a trouvé, enfin en tout cas on vous a trouvé de quoi soigner votre swing sans craindre un tour de rein, à travers un parcours en 6 films présentés dans cet épisode 18. Comme les 18 trous d'ailleurs. Pouah. Ah là là. Ah, et le pire c'est qu'on le fait même plus exprès. Ah, on s'est même pas appelé. Allez bon, on lustre les pinching wedge, les putters et drivers, et le CSC vous raconte ses true story. Oh. Un petit putt et on le fait par. Tout droit et dans le calme. Il n'y a qu'à la faire rouler, elle cherchera le trou. Alors, trou numéro 1. Oui. Je commence avec The Greatest Game Ever Played, ou en français, un parcours de légende. Alors j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de légendes dans les titres de films. Ouais, ça revient souvent, en effet. Alors c'est un film de 2005 de Bill Paxton. Ah oui. Alors, nous sommes ici sur un très grand classique biopic par Disney, relatant les exploits d'un outsider qui défie les plus grands. Un parcours de légende relate donc la vie de Francis Ouimet. Alors, oui, mais quoi? Oui, on peut faire cette blague en effet. Qui est joué par Shia LaBeouf, alors là aussi pour le dire, pour que dire des cadeaux. Qui était tout jeune, il avait tout juste 20 ans, mais bon, vu qu'il a commencé à peu près à 12, voilà. Et c'est un golfeur amateur américain qui remporta l'US Open de 1913, faisant de lui le premier non-professionnel de l'histoire à réussir cet exploit quand même. Ça ne nous rajeunit pas tout de suite. Non, c'est sûr. C'est une performance d'autant plus incroyable que Ouimet vient d'un milieu modeste et que le golf, alors encore plus à cette époque, c'est un sport de nantis qui se battent bec et ongles pour empêcher les manants d'y accéder. Il manquerait plus qu'ils nous rejoignent boire un brandy au fumoir. Toute la première partie du film nous raconte la découverte du golf par le jeune Francis lors d'une démonstration commerciale effectuée par le champion anglais Harry Vardon. Comment il devient ensuite caddie par passion, tout en s'entraînant en cachette. Il est alors remarqué par un certain Mr. Hastings qui l'aide à s'inscrire à un premier tournoi de qualification, mais il échoue à un coup de la victoire. Alors, comme promis à son père en cas de défaite pour ses qualifications, Francis arrête le golf. Parce que bon, tu comprends, on n'est pas du même monde, etc. Son père cherche un peu à le décourager, mais bon. Mais le président de la Fédération américaine de golf lui-même vient le chercher pour reprendre du club, et donc pour l'US Open, rien que ça, quoi, voilà. Son père accepte, mais comme visiblement il aime bien mettre son fils un peu dans des bonnes conditions, le bon papa, il lui dit de ne pas revenir à la maison après. D'accord. Sympa. Mais bon, Francis accepte et se retrouve donc à l'US Open face à son idole cité plus haut, Harry Vardon. Une partie de golf, c'est long, et celle-ci ne déroge pas à la règle. Et c'est la plus grande difficulté qu'évite Bill Paxton dans ce film.
car la partie prend une bonne partie du film, à mon avis comme ça presque la moitié, hein, j'ai pas calculé, et les astuces du réalisateur ne manquent pas pour la rythmer, avec des jeux de caméra plutôt intéressants, hein, genre des effets sur la balle, qui suit la balle, etc. Le point de vue de Harry Vardon est aussi traité, donc l'adversaire, pour alterner un petit peu entre les deux joueurs, donc on a leurs deux parcours en parallèle. Et puis alors l'avantage du golf, c'est que la partie est très hachée, quoi. Elle est découpée sur plusieurs jours, ce qui laisse la place pour glisser différentes intrigues au milieu. Et on a vu ça, c'est justement très pratique. Et c'est un bon format le golf pour le cinéma. Ouais, souvent utilisé, on va le voir par la suite. Et alors du coup, nous au CSC, on est content parce qu'il y en a du sport à l'écran. C'est vrai. En voyant le film, on peut se dire qu'Eddie Lowry, le caddie de Ouimet, qui n'est autre qu'un enfant qui est recruté au dernier moment et qui conseille le golfeur habilement et avec humour, ça fait un peu trop Disney, ça semble un peu gros, voilà. Ouais. Mais il faut savoir que l'histoire est vraie. Et comme beaucoup d'autres éléments dans ce film, qui est resté très fidèle à l'histoire originale, hein, et on est allé vérifier. Alors certes, les méchants riches qui ne croient pas en Francis Ouimet sont bien entendu bien caricaturaux, hein. Le père Grognon qu'on citait avant, qui est alcoolique, de la working class aussi, mais Un parcours de légende est un bon film, à un coup sous le par, hein, comme on dit, qu'on aime ou non le golf d'ailleurs. Un joli birdie. Un joli birdie, exactement. Alors, pour le trou numéro 2, Romain, qu'est-ce que tu nous as choisi ? On va rester un peu au début, enfin en tout cas au XXe siècle, hein, dans la première partie, avec Bobby Jones, Naissance d'une légende. C'est un film réalisé par Rowdy Herrington et qui est sorti en 2004. Alors, le nom de Bobby Jones ne vous dit peut-être rien, et pourtant, il s'agit littéralement d'une légende du golf, et pour plusieurs raisons. Déjà, une ligne dans son palmarès qui n'a encore jamais été reproduite aujourd'hui. Il a remporté le Grand Chelem en 1930. Alors le Grand Chelem en golf, c'est comme au tennis, c'est remporter les 4 tournois majeurs sur une même année civile. Sur une même année, ça c'est le plus fort. Et c'est le seul à ce jour à avoir effectué cet exploit. Même Tiger Woods, donc il a réitéré cet exploit, il a remporté 4 tournois d'affilée, mais c'était à cheval sur 2 saisons. Oui, ça compte pas pareil. Voilà, ce qui est tout aussi impressionnant, mais c'est attention. pas le vrai Grand Chelem. Bon, on va tout de même faire entrer cet exploit dans la postérité en nommant ce Grand Chelem qui n'en est pas un, le Tiger Slam. Ouais. Voilà. Alors, je ferme la page contemporaine pour revenir au film et donc au premier tiers du siècle dernier. Car oui, comme son titre l'indique, ce film trace la carrière sportive de Bobby Jones. On est donc sur un biopic d'un nom indissociable du golf, puisqu'en plus de son palmarès incroyable, Bobby Jones a cofondé le club d'Augusta en 1933 et le Masters qui va avec. Donc, mythique, puisque justement maintenant le club et ce Masters sont devenus par la suite probablement le club et le tournoi les plus connus au monde. Donc, voilà, rien que ça. Alors évidemment, le film se concentre surtout sur la courte carrière golfique de Jones et surtout sur cette fameuse année 1930. Bien sûr. Et c'est tant mieux, car il permet aux non-connaisseurs de découvrir ce personnage injustement méconnu et la teneur de son exploit. Parce que la particularité de ce sportif, et c'est aussi là que ça devient très intéressant, il la tient surtout dans sa volonté de pratiquer le golf en tant qu'amateur, refusant tout contrat professionnel. À une autre époque. Toute sa carrière, ça a été ça. Donc il souhaitait préserver sa passion et faire passer le plaisir du sport avant le business. Donc déjà respect. Ça a bien changé. Alors ce côté authentique, il est encore plus renforcé avec la rivalité qu'il va entretenir avec un autre golfeur de l'époque, donc Walter Hagen, qui lui ne jouait essentiellement que pour l'argent et la renommée. Et c'était assumé. Donc les vrais opposés. Quoi. Voilà. Donc c'est assez dingue et plutôt classe de se dire que l'un des palmarès les plus fous de ce sport appartient à un joueur qui est non professionnel et qui n'a cessé de clamer son amour pour le golf. Et c'est ce qui est montré d'ailleurs dans ce film. Donc hormis les scènes de golf qui sont plutôt bien foutues, tant dans la reconstitution historique des décors, des costumes et des accessoires, que dans la tension qui peut en découler. On va donc également se concentrer sur le caractère et la vision des choses de notre amateur jusque dans sa vie privée. Et le film, donc, c'est une ode au sport. Et j'entends l'amour du sport, la pratique même du sport. Et en plus de ça, la production a travaillé avec la famille de Jones, jusqu'à même se faire prêter des objets ou des documents qui ont appartenu à Bobby Jones. Côté beauté et authenticité des décors, on peut difficilement faire mieux puisque les magnifiques séquences dans ce film qui se déroulent lors du British Open ont été tournées au Royal and Ancient Golf de St Andrews en Écosse, l'un des golfs les plus réputés et anciens au monde et qui pour l'occasion a autorisé le tournage sur son site. Tout comme le site d'Augusta en Géorgie qui a également autorisé pour la première fois un tournage sur son fameux parcours, alors qui est facilement reconnaissable avec ses grands pins, c'est vrai, ses allées de pins.
La performance d'acteur de Jim Caviezel, qui interprète Bobby Jones, est également louable, car à la base totalement novice en golf, il a dû s'entraîner auprès d'experts pour reproduire le mieux possible le fameux swing du champion. Ça aussi, c'est un truc qu'on revoit voir aussi, dans d'autres films. tout à fait. Et il incarne très bien la complexité du personnage, qui était perfectionniste et exigeant, mais surtout indéboulonnable de ses valeurs, vous l'avez compris. Alors, il s'agit du deuxième film de sport dans lequel il joue, puisqu'il tient un rôle dans un film qui a le malheur d'exister, Ed. Oh là. Oui, le film avec le singe joueur de baseball, tu vois. Bon, bref, on ferme cette parenthèse. Oui. Les attitudes et le silence qui règnent sur le green sont également très crédibles, et elles ajoutent à la tension autour de certains coups clés d'une compétition. Donc c'est un film qui peut plaire autant aux aficionados qu'aux profanes, et bon, il est peut-être un peu mou, c'est vrai, mais il se laisse regarder et a le mérite en tout cas de nous en apprendre un peu sur un monument du golf et du sport en général. De toute façon, je ne fais pas que des coups de génie. Mais je vais lui dire une chose. J'ai appris que 3 mauvais coups et un bon, ça fait le par. Le golf est un sport où les coups s'équilibrent. Alors, on change de registre cette fois. On passe au trou numéro 3. Du coup. Au trou numéro 3, exactement. Alors, tout ne vieillit pas comme un bon vin, hélas. Et Caddyshack, donc le golf en folie, film de 1980 de Harold Ramis, fait partie de ces petits vins de soif qui tournent un peu avec les années. Ouais. Quoi. Il a pourtant sur le papier tout pour plaire, en tout cas à nous. C'est un réalisateur accompagné d'un casting de haut vol, un sport qui se prend pas au sérieux, et un succès commercial outre-Atlantique qui en fait un objet culte chez nos voisins américains. Alors déjà, il s'agit du premier film d'Harold Ramis, qui réalisera par la suite Un jour sans fin, quand même, quelques épisodes de The Office, la version américaine, bien sûr, mais sera surtout scénariste de SOS Fantôme, les premiers, rien que ça. Quoi. Donc des liens étroits quand même avec Bill Murray. Quoi, voilà, on va voir ça après. Niveau acteur, donc, on retrouve une bonne partie de la scène comique américaine de l'époque. Alors Chevy Chase, le premier à tenir le Weekend Update au SNL, du Saturday Night Live. Voilà, de Saturday Night Live en 1975. Et qui fera pas mal de fours par la suite. Lui, c'est pas trop ça après le cinéma. Jusqu'à même refuser Forrest Gump, quand même, en le jugeant faible. C'est ce qui s'appelle avoir le nez creux. Quoi. Ouais, raté un petit peu. On a aussi Rodney Dangerfield, énorme star du stand-up américain de l'époque, et Bill Murray, donc, dont tu parlais, qu'on présente plus, qui est sûrement le plus drôle dans l'équipe. Alors oui, vu la qualité du plateau, y a beaucoup de sketchs, beaucoup d'impro aussi, et quelques scènes, alors toujours marrantes, même si la plupart du temps on sent que ça rame, quoi. Voilà. Alors j'ai encore ri à certaines d'entre elles, notamment celle avec, il y a une histoire en parallèle avec une taupe, voilà, parce que ça marche toujours, de toute façon les blagues avec les animaux, même si la blague ne fonctionne pas trop avec la traduction française, vous irez voir qu'il y a un jeu de mots avec la traduction, voilà. Mais pour ce qui est du rythme, de l'enchaînement des vannes, alors tout est très décousu, quoi. Alors soit c'est trop rapide, soit c'est d'une longueur affligeante pour arriver à des chutes qui sont vraiment téléphonées, voilà. Malgré tout, on comprend qu'il soit devenu culte aux US, et qu'il n'est pas rare de voir une scène, un sketch ou une pub même qui y fait référence encore aujourd'hui. Il fait partie de ces films qui ont un petit succès à leur sortie, mais qui au fur et à mesure des rediffusions, des sorties en VHS et autres, elles sont entrées dans l'inconscient collectif américain. Mais pas forcément le nôtre, donc c'est pour un public averti qui aime beaucoup déjà tout ça, quoi. Alors j'ouvre un petit peu un débat, mais si tu fais découvrir en gros la Cité de la Peur aujourd'hui à quelqu'un, est-ce qu'il va se marrer autant que nous ? C'est l'éternelle question, quoi. Alors pour l'aspect golf, vous avez bien compris, on repassera, voilà. Même si la vraie performance vient du fait que le tournage est réputé pour avoir été réalisé sous coque par toute l'équipe. Voilà. Attends Fabien, mais tu peux pas t'arrêter là-dessus, t'as même pas parlé de l'histoire finalement. Ouais, bon, t'as bien compris, il y en a pas. Imagine tu colles tous les sketchs de 2 épisodes du Saturday Night Live ensemble, en prétendant que c'est un film, et puis voilà, t'as Caddyshack. Ok. On se déplace lentement vers le trou numéro 4, avec La légende de Bagger Vance, film de Robert Redford, sorti en 2000. Alors le film se déroule en Géorgie, aux États-Unis, pas le doute, dans les années 1920-1930. On reste sur cette première partie du XXe siècle. Alors on y suit Ranulph Jonah, je le prononce comme ça, dans le film il prononce comme ça, c'est vrai que... qui est joué par Matt Damon. Ranulph Jonah, qui est un prodigieux joueur de golf, qui n'est plus que l'ombre de lui-même depuis son retour de la Grande Guerre. Il est alcoolique, il est reclus dans son manoir, hanté par les horreurs des tranchées. Bref, plus trop la tête au golf. Et quand le riche père de sa fiancée, qui est joué par Charlize Theron, se suicide, ruiné par la Grande Dépression de 1929, il laisse à sa fille un parcours de golf qui ne peut plus être entretenu, et donc menacé d'abandon.
Oh, là les là, les pauvres. pauvres. Non, je déconne. Papa lui a quand même laissé énormément de dettes. Hein. Ça, c'est moins cool. Du coup, pour renflouer les caisses, mais surtout pour sauver le 9 trous familial, pardon, elle décide d'y organiser un tournoi avec les meilleurs joueurs du moment, qui vont maintenant un peu vous parler. Oui. Donc il y a Bobby Jones, tout juste vainqueur de son grand chelem, dont je parlais juste avant. Walter Hagen, son fameux rival qui jouait pour l'argent, vous vous rappelez. Oui. Et évidemment, notre Ranulf. Désolé, mais ce prénom... Bon, J'arrive pas à le dire. Ranulf. Bon. Alors, on a vu précédemment que Bobby Jones et Walter Hagen ont réellement existé, donc, et ont marqué l'histoire de leur sport. Mais le reste de l'histoire est purement fictif. Voilà. Donc d'ailleurs, il est tiré d'un livre, le film. Tout comme notre personnage principal, Ranulf, qui rencontre un problème, et pas des moindres. Il a perdu son mojo. Il a perdu le feeling de son geste, le secret de son swing authentique, qui l'avait rendu célèbre. Mais, sorti de nulle part, Bagger Vance, joué par Will Smith donc, va se proposer contre quasi rien en retour pour être son caddie, donc celui qui va porter son sac de golf, quoi. Ouais. Mais surtout, et officieusement, son coach mental. Alors c'est un ange gardien qui va guider notre ancien champion vers la résurrection. Donc j'utilise ces termes parce qu'il y a une grosse dimension spirituelle, voire religieuse dans ce film. D'accord. Alors déjà avec le mystère autour du personnage de Bagger Vance et son côté clairement angélique, puisque bon le mec sort de nulle part et aide Ranulf alors qu'il le connaît pas du tout, presque juste pour le plaisir. Voilà, il lui propose, voilà, je t'aide. Bon. Donc son nom en plus, il fait aussi écho à cette dimension puisque Bagger Vance ferait référence à Bhagavan, un mot sanskrit signifiant Dieu, ou plus précisément la déesse Krishna dans la religion hindoue. Bon. Ouais, on fait des analyses poussées. Ah oui, non, mais toujours. Alors, les acteurs qui jouent les golfeurs, ils ont été entraînés avant le tournage pour reproduire les gestes et attitudes des golfeurs de l'époque, notamment les swings caractéristiques des légendes de ces décennies. On l'a vu tout à l'heure, c'est quelque chose aussi qui revient. Oui. Puis même dans le tennis, on l'avait vu. Oui, aussi, il y a plusieurs sports comme ça. Et Matt Damon, donc, qui s'est entraîné pour ce rôle, car totalement novice, a par ailleurs continué à pratiquer le golf après le tournage. Sacrée dévocation. Voilà, oui, il est tombé dedans. Alors, le personnage de Bagger, donc de Will Smith, mais surtout la partie de golf, sont le liant entre les classes sociales dans le film. Bobby Jones, amateur par choix, Walter Hagen, professionnel juste pour la moula, et notre Ranulf, devenant héros populaire d'une ville en pleine reconstruction. Et c'est un inconnu, noir de surcroît, dans une Amérique des années 30 plus que jamais ancrée dans la ségrégation, qui va réunir ce beau petit monde. Mais c'est peut-être un point négatif du film, moi je trouve, la dimension raciale. Ah oui. Voilà, c'est probablement pas anodin d'avoir intégré à l'histoire du golf, avec un grand H, un personnage noir. Oui. Comme pour rappeler à sa sortie en 2000, donc à une époque qui voyait Tiger Woods révolutionner son sport, que même avant lui, le golf n'était pas qu'une affaire de blancs pétés de thunes. Oui. Mais finalement, le film occulte un peu ça, quoi. D'accord. Donc, hormis cette passerelle un peu tirée par les cheveux que l'on peut faire entre passé et présent, la véritable place des classes populaires et de la population noire au sein du golf est un peu occultée, quoi. Mais bon, ce film, plutôt sobre et classique dans sa réalisation, aux bons sentiments et réflexions philosophiques, on est sur un film américain, donc des réflexions sur la foi, la quête de soi, évidemment, il arrive à faire du golf une véritable allégorie de la vie. Le travail sur la partie de golf est techniquement très propre, avec des plans, des décors reconstitués, et une photo du film qui est plutôt très bien foutue. L'éclairage, il est vraiment travaillé, il est magnifique même. La partie de golf, on la voit, elle baigne dans une lumière de plus en plus chaude, un coucher de soleil, voilà. C'est presque divin, quoi, voilà. Donc on est encore dans la dimension religieuse, quoi. Donc film américain oblige, on peut lui reprocher un côté un peu trop consensuel, c'est vrai, mais pourtant le sport n'est pas en reste, avec une partie qui prend une majeure partie du film. Et c'est tant mieux, ça. C'est vraiment ce que permet le golf, c'est voilà. Ça qui est chouette. Certes, alors les scènes sont entre chaque coup sont toujours entrecoupées de dialogues un peu métaphysiques ou type développement personnel. On n'est pas sur Manche-Prième non plus, mais on n'est pas loin. Pas loin, d'accord. Mais le golf, c'est aussi ça finalement. Et je pense, comme beaucoup de sports individuels, qui sollicitent énormément le mental, comme le tennis, tu l'as dit. Bien sûr. Et il est beaucoup question de confiance en soi, évidemment, de méditation, de connaissance et d'acceptation de soi. Et c'est d'ailleurs à ça que l'on reconnaît les grands sportifs. Ceux qui parviennent à trouver en eux les ressources pour se relever après un creux, une épreuve ou un drame. Et c'est là aussi qu'on peut faire un lien plus récent avec Tiger, tout simplement, qui revient d'un accident. Voilà, donc la légende de Bagger Vance. Le truc, vous voyez, c'est de trouver votre swing. Qu'est-ce que vous avez dit? Que vous avez perdu votre swing. Il est quelque part dans l'harmonie de tout ce qui est. De ce qui a été. De tout ce qui sera. Alors on continue sur notre parcours de golf. Vers la fin, Oui, avec Tin Cup cette fois. Une fois n'est pas coutume, je vais d'abord m'arrêter sur le parcours du réalisateur Ron Shelton avant de parler du film, car ça peut nous intéresser.
En effet, celui-ci a fait une carrière professionnelle de baseball dans des ligues dites mineures, fin des années 60, avant de se lancer dans le cinéma. Cette trajectoire dans le milieu du sport a forcément influencé sa filmographie, puisque Shelton, avant Tin Cup, a tout de même réalisé Les Blancs ne savent pas sauter, en 1992. Dont on parlera très certainement. Bientôt. Puis l'excellent Cobb, en 1995, avec Tommy Lee Jones. Avant ça, il a même signé des scénarios pour d'autres, dont La Dernière Passe de Roger Spottiswoode. Il est pas simple celui-là. C'est pas mal. Je l'ai. Et encore, il y en a eu d'autres, comme Les Adversaires ou Just Getting Started. Donc on est vraiment sur un spécialiste du film de sport, et ça, nous ici, on aime. Oui. On retrouve en vedette l'auteur de la citation inspirée de l'intro de l'épisode, Kevin Costner, qui a d'ailleurs pondu cette punchline pendant la promo du film, si j'en crois les dates. Oui, ce qui serait pas... Ce qui est pas déconnant. Mais il n'est pas seul, car il va devoir se disputer la belle René Russo avec Don Johnson, qui joue son adversaire. Le héros, donc, Roy McAvoy, est un surdoué, mais qui ne sait pas garder ses nerfs, ce qui torpille sa carrière pro lorsqu'il tente un coup du diable lors des qualifs du PGA Tour, au lieu de la jouer safe. C'est le panache, voilà. Ouais, oui. C'est comme ça. Il donne donc des cours pour vivre, et c'est là qu'il rencontre la belle Molly, qui est psychologue du sport, donc on revient sur l'aspect psychologique, et qui sort avec le golfeur pro David Sims. Ce dernier lui propose de manière un petit peu humiliante de devenir son caddie. Mais Costner va se rebeller, puisque tu te rappelles qu'il a ce petit tempérament. Et donc on démarre un concours de qui a la plus grosse frappe de balle. Voilà, on va dire ça. Tout ça pour séduire la belle lors de l'US Open. Oui, parce que McAvoy, il rempile dans le circuit pro juste pour pécho. Ouais, c'est un peu ce que j'avais reproché à Tin Cup, justement. On est dans c'est très gros et ça arrive très vite. Alors bon, on caricature un peu, mais... Bon, le pitch comme ça, il rend pas service parce qu'en vrai, Tin Cup, c'est quand même un bon petit film qui est bien écrit malgré ces clichés qu'on évoque et qui sont un peu inhérents aussi à la comédie romantique. Voilà, évidemment. Mais c'est pas seulement une comédie romantique, voilà. Alors, golfiquement, je sais pas si ce mot existe, mais voilà, je le propose. Costner a suivi un entraînement intensif avec Gary McCord, qui est double vainqueur donc de manches sur le PGA Tour et qui est commentateur. Et qui a aussi écrit le livre Le golf pour les nuls. Tout ça afin d'avoir un swing, une routine d'aventure qui soit crédible. Et il faut dire qu'on y croit, car il joue lui-même la plupart des coups sur le film et avec la balle, pas du air golf. Oui. Voilà. On croise pas mal de vrais golfeurs pros tout au long du film d'ailleurs. Il y a Johnny Miller et le désormais légendaire Phil Mickelson. Voilà, aussi. c'est ça. Et puis il faut savoir qu'à sa manière, Tin Cup, il a marqué le golf. Il existe depuis un tournoi caritatif contre le cancer qui porte ce nom, ainsi qu'un Tin Cup Open dans le Wisconsin, alors pareil, qui a but caritatif, et dans lequel les joueurs ne peuvent utiliser que le fer 7, tel McAvoy lors de son échec en qualification. Faudrait faire la même chose, mais avec un putter, quoi. Taper des drives avec le putt. C'est ça, voilà. Oui, pardon. Oui, non, mais d'ailleurs, ce film, il reste d'ailleurs le plus gros succès au box-office pour un film qui traite de golf. Oui. Bon, il n'y a pas une grosse concurrence, on l'a bien vu, mais bon, tout de même, voilà, il a eu du succès à sa sortie. C'est vrai. Et puis, bon, après, ce qui est un petit peu dommage, c'est la longueur du film, parce que on peut se demander si 2h15 c'était vraiment nécessaire, quoi. Voilà, donc c'est aussi long qu'une sortie de bunker avec un fer de 2. Les amateurs apprécieront cette blague très pointue. Nous arrivons sur le trou final de notre parcours avec Termina Golf ou Happy Gilmore selon les versions. Oui. Donc c'est un film de 1996 qui a été réalisé par Dennis Dugan. Je vous préviens, on est également sur une comédie premier degré un peu nulle, c'est affectueux quand je dis ça, avec un habitué du genre, Adam Sandler, un autre ancien du Saturday Night Live d'ailleurs. Tout à fait. Alors on l'a vu, les années 90 ont vu fleurir beaucoup de comédies absurdes de ce type autour du sport, et celle-ci m'a particulièrement marqué à l'époque, alors que pourtant, durant cette bien regrettée décennie, le golf ne m'intéressait absolument pas, on est d'accord. Bon, j'aimais beaucoup ce film car c'est un peu un plaisir coupable. Et vous allez voir que c'est sûrement en partie dû au regard à la fois critique mais affectueux qu'il peut porter sur ce sport. Et pour cela, le scénario tient son originalité dans la passerelle qu'il fait entre deux sports diamétralement opposés, le golf et le hockey sur glace. Ouais, c'est fou. Alors je vous explique. Happy Gilmore, c'est un jeune homme passionné de hockey, mais qui n'a aucun talent. Sur la glace, il se croit exceptionnel, mais il tient à peine sur des patins, et il n'est connu dans le monde du hockey régional que pour avoir retiré un patin pour frapper un adversaire avec. Parce qu'en plus d'être nul, Happy, c'est surtout un hargneux qui part au quart de tour et qui ne contrôle absolument pas ses émotions et cherche à dérouiller tout le monde. C'est comme Clubberland. C'est Clubberland, c'est ça, il y a de ça, complètement. Alors, un jour, il rate des sélections et on lui fait comprendre que c'est un gros naze. Donc du coup, il s'énerve et il se bat, voilà. Et en plus de ça, sa grand-mère se fait saisir sa maison d'enfance par le fisc. Donc du coup, il s'énerve et il se bat. À nouveau.
Bon, tu vois venir le scénario, hein, c'est pas non plus vraiment ouf, hein, soyons honnêtes. Il est d'ailleurs écrit par Adam Sandler, hein, le scénario. Ouais, mais bon. Happy a besoin d'argent, et après un pari à la con, où on lui demande d'utiliser un club pour envoyer la balle le plus loin possible, il remarque que son talent se trouve finalement dans son swing de golf, surpuissant et totalement atypique. Il prend de l'élan avant d'effectuer son swing. Hein. Voilà. D'ailleurs, cette technique a fait sensation auprès du public du film, au point que de nombreux fans, dont moi, ont essayé de la reproduire dans la vraie vie. Alors, cependant, dans la réalité, c'est pas vraiment efficace, et c'est pas très précis. Et c'est surtout pas du tout conseillé, parce que c'est hyper traumatique pour le dos. Comment tu veux que ça marche? Voilà. Donc on évite, hein. Voilà. Oui. Donc retour au film, puisque malgré l'indifférence, voire le mépris que Happy porte au golf, hein, donc finalement il a les mêmes préjugés de son... Ouais, sur les sports, voilà, comme quand c'est un sport de voilà, vieux Richard et tout ça. Donc Happy va donc s'inscrire à des petits tournois uniquement pour empocher des primes et donc pour sauver la maison de sa mamie. Oui. Malgré un jeu au putt totalement aux fraises. Hein, donc il mise que sur son drive exceptionnel. Ouais. Voilà. Après, bon, le drive, il prend de l'avance pour ses potes ensuite. Hein, voilà. Oui, il a le temps. Alors, à partir de là, forcément, il va gravir des échelons, se faire connaître pour son drive, mais aussi pour son comportement, justement, et sa tenue pour le moins inhabituelle sur des parcours de golf. On a une espèce de gros bourrin colérique, bagarreur, au look un peu grunge et ne supportant pas la frustration, au milieu du monde guindé, BCBG, coincé du golf. Surtout, très self-control, le golf, normalement. Ouais, voilà. Du moins, c'est sur cette opposition que le film surfe et puise tout son humour. Et franchement, les scènes de craquage de Happy, elles sont vraiment très drôles. C'est ça qui est marrant. Ensuite, Happy, il va rencontrer évidemment un mentor, hein, c'est un peu le classique de ce genre de film, en la personne d'un ancien joueur pro manchot, joué par Carl Weathers. Oh, Apollo Creed. Oui. C'est bien. J'ai écouté le dernier épisode. Oui, je vois ça, hein, bravo. Tu connais tes classiques. C'est ça. Alors cette rencontre, elle va lui permettre de canaliser un peu plus ses émotions et d'apprécier un peu plus ce sport. Il va évidemment se faire un rival, hein, en la personne de Shooter McGavin. Alors c'est son total opposé, hein. C'est le golfeur talentueux, favori hein, dans toutes les compétitions, mais il est arrogant, pédant, hautain, snob, bref, tous les stéréotypes que vous connaissez et haïssez du golfeur. Et qui forcément ne voit pas la célébrité naissante de Happy d'un très bon œil pour l'image de son sport. Alors d'ailleurs, le personnage de Shooter McGavin, il a été inspiré par tout ce que Adam Sandler reprochait chez certains golfeurs pros, justement. Donc c'est un peu un condensé de tout ce qu'on n'aime pas chez le golf, enfin, chez les golfeurs. Et franchement, Christopher McDonald, qui joue donc Shooter, joue parfaitement bien le rôle, puisqu'on a envie de le tarter du début à la fin. Voilà. Et il est vraiment très drôle, hein. Surtout avec son geste signature de Dombey, là, tu vois, genre à chaque trou qu'il rentre, il dégaine et il tire, Shooter. Bref. Après quelques échanges mémorables sur les greens, donc nos deux rivaux, ils vont finalement s'opposer dans une compétition finale qui est une copie des Masters d'Augusta avec la fameuse veste verte que l'on enfile au vainqueur. Oui. C'est pas les Masters d'Augusta dans le film, je pense. Question de droit, hein, voilà, on a vu qu'Augusta c'était quand même assez select, voilà, mais ils ont quand même gardé l'idée de la veste verte. Alors d'ailleurs, je sais pas, mais veste qu'on retrouve dans le SNL, dans le Saturday Night Live, quand ils font 5 émissions, les invités, ils ont une veste. Est-ce que c'est un petit clin d'œil? Je sais pas, peut-être. C'est très américain. Côté sport pur, dans ce film, évidemment, on n'est pas sur un film pour t'apprendre le golf. Bah, hein, surtout pas, même si tu refais son geste. Voilà. Ni vraiment pour te montrer des combats dantesques comme on peut voir sur certaines compétitions, en vrai. Hein. On le voit surtout faire son swing signature, voilà, c'est tout l'intérêt du film. Mais l'essentiel des scènes de golf se passe sur le green pour putter. Et on n'est pas vraiment sur du réaliste. Hein. Par exemple, quand on voit le niveau de golf d'Happy, hormis son drive qui est vu comme un don, on voit pas vraiment le reste. Et je pense pas que ce soit suffisant pour se qualifier à Augusta, hein, personnellement. Ça va être un peu juste. D'ailleurs, les qualifications d'Augusta, normalement, c'est sur invitation. Hein, oui, d'accord. Parce qu'il y a des amateurs aussi, mais ils sont invités. Okay. Donc, en gros, dans Happy Gilmore, le golf, il se résume à frappe fort et putt. Je pense que c'est un peu plus que ça, quand même. Mais bon. Alors, le putt, d'ailleurs, il l'apprend plus ou moins grâce à son mentor, donc Carl Weathers, en allant faire une partie de mini-golf. Oui, voilà, vous savez ce qu'il faut pour aller à Augusta. Le petit jeu. Donc, une petite leçon de self-control avec ça, et hop, il s'est putter comme un pro, quoi. Et il fait même le tournoi final avec, comme office de putter, une crosse de hockey, bien sûr. Voilà, bah, oui, ça passe, hein, visiblement. Malgré cette vision plutôt simpliste du golf, Happy Gilmore n'en est pas moins un hommage à ce sport, avec beaucoup de clins d'œil, et une place tout de même très importante hein, dans le film. On l'a vu que ce sport laissait de la place aux intrigues et scènes de dialogue, donc on peut le mettre en image plus souvent que sur d'autres sports. Mais c'est aussi un petit doigt d'honneur, on l'a vu, aux institutions et pratiquants qui snobisent le golf. Voilà. Et ça se regarde sans peine, bon, sans cerveau aussi. C'est con, mais c'est drôle. On est d'accord. Ouais, bravo, je suis fier de toi.
Il était temps de la mettre. Ouais, il était temps de la mettre. Je voulais la mettre, j'ai essayé de la mettre, je voulais la mettre et je vais te la mettre. Tenez, maître. À travers ces quelques films, nous avons pu voir que le golf est un sport finalement très cinégénique. Les décors variés, la lumière naturelle, les intempéries, tout ça ouvre de nombreuses possibilités pour favoriser la narration. Tout comme le déroulé assez long et entrecoupé d'une partie, qui laisse en effet beaucoup de place à l'intrigue, au dialogue, et ainsi justifie mieux que d'autres sports les alternances entre les scènes purement sportives et les scènes plus narratives. Comme le tennis, le golf est traité pour son côté sport solitaire très psychologique, où la part mentale prend une place essentielle, indispensable. Le vrai rival, c'est soi-même. Et oui. Le golf est également traité pour son côté upper class, qui permet d'en faire des films sociaux où l'on va appuyer sur l'opposition des classes sociales. Ainsi, l'aspect professionnel, mais surtout très huppé du golf, n'est pas occulté par le cinéma, au contraire. Mais il est souvent montré pour être dénoncé, voire moqué. Et le cinéma nous rappelle que le golf, avant d'être un loisir d'aristos blindés qui s'auto-congratulent, c'est avant tout un sport, un jeu qui, en plus d'être extrêmement technique et psychologiquement éreintant, centralise des valeurs humaines. Un vrai sport de gentleman qui a connu, connaît et continuera de connaître des légendes qui n'ont pas fini d'inspirer les scénaristes. Trou bonus, le 7e trou, puisque c'est en tribune dans ton canapé, c'est notre petite recommandation. Eh bien Romain, pour la recommandation, je choisis cette fois peut-être mon préféré de notre sélection. Il s'agit de l'As du golf. Alors vraiment une traduction bidon, on l'évoquait, car l'original c'est The Phantom of the Open. Ah oui, effectivement. Le jeu de mots qui est bien plus marrant. Film de Craig Roberts, est sorti uniquement en Angleterre en 2021. Mais heureusement pour nous, maintenant il est en VOD. Alors, car voilà un film good comedy au sujet d'un beautiful loser qui fait plaisir à voir. Attends, tu veux plutôt dire une comédie qui fait se sentir bien au sujet d'un perdant magnifique ? What ? Anyway. Le scénario très humour british... anglais, hein. Oui, anglais, voilà. Va te rappeler un certain Eddie the Eagle. Eddie l'Aigle. Oh, putain, tu vas me reprendre à chaque fois là. Oui, bravo. Édouard l'Aigle, tant que tu y es. Dont nous avons parlé d'ailleurs dans l'épisode 4, qui est appelé D'après une histoire vraie. Oui. Et c'est justement une histoire vraie qui a inspiré celle de l'As du golf, puisqu'il retrace la vie de Maurice Flitcroft. Putain, j'ai tous les noms difficiles du truc. On en a des noms on en a quelques-uns avec les anglais. Qui est incarné par l'excellent Mark Rylance, qu'on a vu dans Dunkerque ou Le Pont des Espions. Et c'est un modeste ouvrier anglais qui, suite à la nationalisation de sa boîte dans les années 70, risque de se retrouver au chômage. Alors en découvrant les primes versées lors du British Open, ce bon Flitcroft, il se dit que ce sport il doit pas être bien compliqué, il s'achète du matos un petit peu pourri d'occasion, une méthode de golf en bouquin, et commence à pratiquer plus ou moins légalement sur des parcours de golf locaux ou même sur la plage, quoi, voilà. D'accord, c'est un peu comme un Piglement. Ouais, il y a un peu de ça, voilà, au début, c'est ça. On cherche les primes, quoi. Mais histoire vraie, je rappelle. Oui. Il découvre ensuite que l'inscription au British Open de 1976, c'est juste un simple formulaire. Et il ment en déclarant qu'il est pro. Ouais, ça se fait juste sur déclaration, quoi. Et c'est tellement énorme que personne ne vérifie. Il croit pas qu'un mec ment sur le fait d'être pro. C'est génial. Donc il démarre le tournoi par un solide score de 121. Alors, si ça ne vous dit rien, il s'agit juste du pire résultat d'un golfeur professionnel, alors professionnel avec des gros guillemets, de l'histoire, quoi. Donc la polémique qui s'ensuit et la soudaine médiatisation de Maurice Flitcroft vont lui causer différents tracas, que je vous laisse découvrir, c'est le propos du film. Mais il faut savoir que notre ami n'en démordra pas, et malgré les interdictions à se réinscrire au tournoi, il tente de passer entre les mailles du filet à coups de faux noms, de déguisements sur les années qui continuent. Ah oui, vraiment, fausse moustache, etc. Donc on est un peu sur du Mr Bean ou Benny Hill, mais dans la réalité. Donc l'As du golf est drôle, émouvant, bien écrit et interprété, avec une histoire dingue telle que le cinéma n'aurait même pas osé, si jamais t'as la ref. Épisode 5. Oh, bien vu. Mais public de merde, c'est du golf, pas un concert de rock. Bon, Romain, j'ai un petit jeu. Ah, ouais. C'est ton tour. Il est pas simple celui-là. Alors c'est un peu à la manière des, je sais pas si t'as vu dans d'autres podcasts, genre Parlons Péloche, ça s'appelle les films qui baisent ensemble. En gros, je vais te donner en fait le pitch d'un film qui est mixé avec un terme de vocabulaire de golf. D'accord. Ok. Et tu vas devoir trouver le titre de cette œuvre hybride. Ok. Ouh. Alors bon, je vais te donner un petit exemple quand même parce que c'est pas simple. Donc le pitch. Un acteur sur le retour qui a joué un célèbre super-héros réussit un trou en 1 sous le par et monte une comédie à Broadway. Ce film de Inarritu, avec en vedette Michael Keaton, met en scène ce coup souvent Birdman. réussi par des amateurs, mais donc du coup ça D'accord. fait C'est Birdman. Birdman. Ok, Voilà. d'accord. Tu l'as. Ok. Ouh, ouais, c'est chaud. Ouais, c'est chaud. Allez, vas-y. Courage. Bon, le premier. Orphelin,
Le héros se retrouve, pour ses 11 ans, intégré à une école de magie où il va apprendre les techniques Harry du Potter. petit jeu sur le... Ouais, bien joué. Ça va, tu es là. Le deuxième. Un agent secret, joué par Arnold Schwarzenegger, va devoir reconquérir sa femme oui. qui ne sait rien de ses activités. True Lies. Ouais, bien joué. En effet, il joue au golf dans son dos et doit mentir sur le fait qu'il met souvent la balle au fond du trou, d'où le titre du film. Pardon, je te laisse finir. Comme ça, je finis un peu Ouais, les vas-y, trucs, tu vois. vas-y. Maverick est un pilote de chasse de haut niveau, et tout comme avec son avion, il parvient à faire des bascules vers l'avant à sa balle en la frappant uniquement sur sa moitié supérieure pour lui donner cet effet. Top Spin Gun. Oh, joli. Oh, Ah, mais tu y arrives, hein. J'aurais pas cru. Franchement, bravo. Alors, celui-là, il est dur parce que le film est pas simple. Un serveur, joué par Mark Wahlberg, se voit proposer un rôle d'acteur porno, lui permettant ainsi de scorer fréquemment à un coup sur le par, et ainsi de devenir une star. Oh putain, c'est... Celui-là. Non, c'est quoi là j'ai plus le film en fait. Alors c'est Boogie Nights. Ah bah, au lieu de Boogie Boogie Nights. Nights, Tu vois le truc. Et un petit dernier, allez pour finir. Un extraterrestre mignon pointe du doigt sa maison, puis l'enfonce dans le sol afin qu'il serve de support pour surélever la balle de golf et faciliter sa frappe. E.T. Oh, bravo. Bravo, respect, celui-là était pas simple. Merci. Ah, je vois à quoi tu passes tes journées en ce moment. Je m'éclate. Nous arrivons donc au trou numéro 18 de ce 18e épisode. Je ne reviens pas de la synchronicité. Ah, c'est fou. On aurait voulu faire exprès. C'est beau les chiffres. On vous remercie encore de nous suivre plus nombreux sur les réseaux sociaux. Vous continuez sur Instagram, Facebook, YouTube, TikTok à commenter, à aimer, n'hésitez pas. Et puis surtout à répondre à la petite question que va vous poser Romain. La question habituelle, donc, pour cet épisode, ce sera: est-ce qu'il y a une scène de golf qui vous a marqué dans un film? Film de sport ou hors sport. Ou hors sport, ouais, bien sûr. On vous remercie et puis à bientôt pour le prochain épisode qui parlera d'animation. Oui, merci, au revoir. Au revoir.